Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide vraiment le podcast à grandir. L'invité de cet épisode a grandi dans le monde du vélo de montagne lorsqu'il a découvert ce sport à 8 ans. Athlète de cross-country de haut niveau, il a évolué au sein du club Lessard Bessic dès ses débuts. Aujourd'hui, à 32 ans, il est le propriétaire de ce même magasin et vise à bâtir une communauté autour de sa passion. Veuillez accueillir Mathieu Turcotte. Mathieu, bienvenue au podcast Santé Sport. Hey, merci beaucoup de m'avoir accueilli en passant. C'est super apprécié. Ah ben, ça fait plaisir. On est des très bons amis. Je dis souvent mes billets. Je suis un client de chez Lessard Bessic. Donc, c'est pour ça que tu es là. On se connaît aussi. On a été au cégep ensemble. On a fait des pentathlons, un pentathlon ensemble. Ouais, au secondaire. Au cégep. Ah oui, c'est vrai, au cégep. C'est le même qu'on se connaît. C'est le même qu'on se connaît. Je m'en souviens, là, tu étais biathlète à l'époque, puis on avait battu une équipe que leur fondeur, c'était un gars de ski de fond. Je vais toujours m'en souvenir. Le gars de ski de fond, il m'avait dit « Ah, les biathlètes, c'est pas des bons fondeurs. » Je t'avais remis ça, on l'avait battu, j'étais fier, j'étais content. On avait fini deuxième, on avait eu 3 disciplines qu'on a gagnées, mais l'équipe 1, c'était l'équipe de Sainte-Foy, puis leur patineur de vitesse, c'était Laurent Dubreuil. Fait que c'est correct, je prends la défaite. Fait que si un jour je l'ai sur le podcast, je pourrais dire Hey, oui, pentathlon des neiges, genre en 2016, t'avais gagné. Ah non, mais il allait vite. Oui, il allait vite, mais on était en shape à l'époque. C'est de même qu'on s'est connus au cégep. Puis après ça, on s'est comme un peu perdu de vue. Ouais. Carrière sportive que de ma barre qui a embarqué. Après ça, toi, ton bar aussi. Suite à parcours entrepreneurial aussi, que vous allez un peu connaître mon parcours un peu plus tard là, avec les questions. Mais c'est un peu ça. Puis aujourd'hui, 32 ans. T'as quel âge, Félix? 30. Je viens d'avoir 30. Eh bien, félicitations. Bonne fête. En réalité, là, 32 ans, peut-être ça doit faire au moins un bon 7-8 ans qu'on s'est perdu de vue. Puis on s'est retrouvés là, il n'y a pas trop longtemps quand tu es venu comme client là, régulier de chez Lessard. Là. Ce qui est drôle, c'est on a quand même un parcours similaire. En même, tu sais, quand on est allé chacun de notre track, on a fait des choses quand même similaires avec chacun de leurs différences. Mais c'est quand même des parcours intéressants. Puis là, on l'a mentionné, t'es propriétaire. Ben, je sais pas si on l'avait mentionné, mais maintenant, t'es propriétaire de Lessard Bessic. Mais t'as commencé aussi ta carrière de cycliste avec le club cycliste de Lessard Bessic. Ouais, le club Lessard. Puis aujourd'hui, à 32 ans, Mathieu, si tu pouvais revoir ton petit Mathieu de 8 ans, tu penses qu'il penserait quoi quand il te voit en arrière du comptoir aujourd'hui? Premier mot, un hyperactif, pas contrôlé. Non, blague à part, sérieux, si je prends mon recours d'un recul, là, écoute, ça commence de loin. Moi, j'ai commencé en passant, mon sport a tout le temps été vélo de montagne. J'ai été quand même assez à un haut niveau en vélo de montagne. Pour le monde qui ne connaisse pas le vélo de montagne, c'était le cross-country que je pratiquais. C'est quoi le cross-country? C'est du up and down. Donc, autant de descendre que monter avec des relances assez vifs. Donc, c'est vraiment là, un parcours, un sport un peu plus cardiovasculairement parlant que du bike de downhill, où le bike de downhill va être juste la descente. Je dis ça parce que des fois, le vélo montagne, le monde vont confondre un peu les deux sports. Puis après ça, tu as le vélo de route en spandex où on va vraiment vite tout le temps. Puis, donc, c'est 3 sports distincts en réalité. Moi, je pratiquais le vélo de montagne de cross-country. Puis, mon parcours a toujours commencé avec le vélo le cross-country. Mais avant, je me rends dans le club de Lessard Bessic, où Félix l'a mentionné avant. J'ai joué au soccer. Puis après ça, mon frère, il était en vélo de montagne toute sa vie. Puis à un moment donné, j'étais à Loretteville avec ma mère. On jouait au soccer. Puis mon frère faisait une course à Valcartier. Puis j'ai dit à ma mère, cette journée-là, je disais, pourquoi moi je suis pas avec mon frère en train de faire du vélo? Mais elle dit, t'as choisi le soccer, Mathieu? J'ai dit, l'an prochain, c'est fini le soccer. Elle dit, parfait, on va aller en vélo.
Fait que j'ai commencé de même. Puis mon premier vélo, c'était un Bonelli qui pesait 50 livres. Et je m'en souviens. C'était pesant. Puis j'étais bébite à l'époque. Avec quand même du monde que je vois encore aujourd'hui, Félix Bellemare, tous des athlètes qui ont percé énormément dans le vélo. Puis j'ai toujours gardé la même gang. On est tombé dans le club de l'Essor Bicycle à l'époque, là, avec le propriétaire de l'Essor, c'était Pierre Daigle, que je vais revenir un peu par la suite. T'as-tu connu Pierre Daigle? Non, je ne l'ai pas connu. Pierre Daigle, c'était pas l'ancien propriétaire, le propriétaire d'avant. C'était mon premier employeur. OK. Puis quand j'ai embarqué avec l'Essor Bicycle, plus tard, j'ai devenu un employé de chez l'Essor. Ma première job à vie, c'était l'Essor Bicycle. OK. Puis Pierre Daigle, à la base, c'était l'ancien propriétaire. Lui, il a eu un gros accident. Il a perdu le commerce à cause qu'il s'est fait rentrer en vélo, tomber sur la tête, 24 mois de coma. Ouais. T'avais pas ça, cette histoire-là? Non. Capoté raide. Parti du lac Beauport, descendu travailler un samedi. Sa femme Hélène, à l'époque... il a mis son casque, il est parti en avant de rivière, en avant de cimetière Saint-Charles. Il est passé, ça rouge, puis un auto qui est passé, ça rouge, il est rentré en arrière, tombé sur la tête. Puis il est tombé dans le coma 24 mois. C'est le seul signataire des chèques. Tu sais, aujourd'hui, là, on parle souvent des assurances d'invalidité, assurances graves. Comme homme d'affaires, comme entrepreneur, j'ai appris énormément de ça. Puis lui, il n'en avait pas. Donc, quand il est tombé dans le coma, le seul signataire des chèques, c'était Pierre Daigle. C'est de même que les intérêts ont embarqué sur la bâtisse. Le stock, il y a du monde aussi à l'interne qui l'ont fait avoir un peu, là, mais ça a tombé faillite à cause de ça. Puis j'ai beaucoup appris en affaires à cause de ça. Puis Pierre, je le vois encore aujourd'hui, c'est un gars de Saint-Pamphile. Il a ressorti de le coma 2 ans plus tard. Là, aujourd'hui, il va bien. Mais c'était mon premier employeur. Fait que si on revient à la base, comment je m'ai rendu là, c'est que dans le club de l'Essor Bicycle, j'ai fait de l'évolution. Après ça, je suis rentré junior, senior, puis après ça, senior élite. Mais à base, le club de l'Essor Bicycle, c'était l'Essor qui commanditait. Fait que ma première emploi, quand je suis rentré chez l'Essor, c'est le fun parce que le seul qui m'acceptait toutes mes vacances de sportif, tu sais c'est quoi, Félix? Je sais quoi. Asti. Vas-y. Je sais quoi, ben j'ai travaillé dans un autre magasin de vélo ici à Québec. T'as travaillé pour qui? Moi, j'étais chez Hype. Ah oui, avec Simon Savoie. Exactement. Puis moi, je l'avais approché pour une commandite pour le biathlon, vu que c'est un magasin de ski de fond. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, un magasin de vélo, l'hiver, c'est un magasin de ski de fond. Mais pour ceux qui n'ont jamais travaillé là et qui ne voient pas vraiment l'intérieur, c'est que c'est souvent des athlètes. Donc, l'été, tes athlètes de vélo sont en compétition, mais tes athlètes de ski de fond sont à l'entraînement, c'est que tu peux les avoir en magasin. Puis l'hiver, tes athlètes de ski de fond sont en compétition, puis tes athlètes de vélo sont en entraînement. Fait que t'es là pour vendre des skis de fond. Fait que ça permet de comme faire un changement dans les horaires, puis d'être stable au niveau de l'année de ton staff. Mais je l'avais approché, puis finalement, il a dit « Hey, tu veux-tu une job aussi? » Bon, ben OK, attends, c'est intéressant, là. Fait que, ouais, j'ai vendu des vélos. C'est là que j'ai comme appris le vélo. Ben, c'est le même que j'ai connu l'Essor Bicycle. C'est vraiment avec les branches de vélo de montagne. Après ça aussi avec Pierre qui me donnait la chance aussi de racer la fin de semaine, travailler la semaine pour gagner mes sous. Là. Tu sais comment que ça coûte cher, qu'en entraînement, aller en Europe, Coupe du Monde, Championnat du Monde. Donc, ça finit plus. Donc, tu as besoin d'un peu un support sportif. Donc, c'est le même mon parcours, comment je suis rendu chez l'Essor Bicycle. Puis, ça a été ta première job? T'as-tu envoyé un CV? Même pas. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Je passais l'entrevue avec mon père. T'avais quel âge à ce temps-là? J'avais 13 ans. 12 ou 13 ans, je m'en souviens plus. Mais moi, le monde qui me connaisse vraiment bien, là, mon père, c'est mon idole. OK. Couru quand même 2,32 au marathon. Également. Il avait jamais vraiment Puis il a toujours été un gars qui s'est toujours entraîné tout seul. Puis c'est un gars qui est un bon coureur, mon père. Mais il a toujours gardé espoir en moi. Puis ça, dans la vie, là, même aujourd'hui, en affaires, mes parents sont tout le temps là. Ça, c'est important dans une carrière sportive d'un athlète, c'est avoir un support moral qui est solide, mais surtout avoir un back-end de quand les moments sont bas
au moins tu peux te retourner puis parler de quelque chose avec ton client, avec ton père ou quelqu'un de proche. Un coach, il est souvent ça aussi, là, tu sais, c'est quoi? Puis pour moi, mon père, ça a tout le temps été quelqu'un, un figurant très, très respecté dans ma vie, puis quelqu'un qui a toujours été là pour moi, encore aujourd'hui. Donc, à ma première entrevue, si, il était encore là. Donc, c'est de même que j'ai eu ma première job avec l'essor bicycle. Puis suite à ça, écoute, j'ai 32 ans aujourd'hui, puis j'opère la business. Fait que c'est un peu ironique dans toute cette circonstance-là. Là. Au niveau de la compétition, tu t'es rendu jusqu'à quel niveau? Ben, Coupe du monde? Ben, écoute, j'ai fait... dans le vélo de montagne, là, quand ça commence à être plus sérieux, c'est junior expert. Après ça, tu tombes U23, donc c'est senior, U23. Puis U23, c'est under 23, donc en dessous de 23 ans. Puis je sais pas si c'est pareil dans le biathlon, là. Non, pas du tout. Mais tu sais, c'est sûr que dans le U23, après ça, il y a des gars dans le U23, là, écoute, on le voit aujourd'hui avec des bons Canadiens, Carter Woods, il y a le nouveau aussi, là, Cole Puncher, là, qui roule en avant en élite. Fait que tu sais, tu vas voir des gars en U23 qui sont tellement solides physiquement, mentalement, qui vont rouler avec les top guns d'élite, senior élite. Puis senior élite, c'est la plus haute catégorie que tu peux pas être. OK, c'est le Open. Ouais, c'est le Open. Puis quand t'es rendu élite, écoute, là, tu races contre des gars comme mon idole qui vient de prendre sa retraite, Nino Charter. Puis ce gars-là, il était junior, il raçait U23, il était U23, il raçait élite. Fait que tu peux être surclassé dans des compétitions de même. Quand t'es surclassé, c'est parce que t'es trop bon pour être dans la catégorie avant. Fait que moi, j'ai topé à U23. Puis après ça, je vais être honnête avec toi, Phil. Quand je suis arrivé à U23, ben, je voulais prendre la bière. Vendredi soir, mes chums, c'était plus intéressant. J'étais comme rendu à un point que j'ai fait tellement ça, cégep, que je m'ai comme un peu écœuré. Fait que toi, ta séparation, as-tu été facile ou plus facile étant donné que tu étais rendu écœuré? Écoute, ça a été quand même difficile. Là. Ben, ça a été facile sur le moment. Je sais pas comment le décrire, là, mais sur le moment, je pense, tu sais, oui, c'était facile, mais qu'est-ce que j'ai eu de la misère, là, c'est la séparation dans l'amour du sport où, exemple, c'est facile à être athlète quand même. Là. Je repensais à ça, là. Je me levais, je m'entraînais au petit café, j'allais à camp d'entraînement en Europe, l'Arizona. Tu sais, c'était comme une belle vie. J'allais au cégep, pas de stress. Hey, aujourd'hui, j'ai du stress, là. Faut que j'opère une business. J'ai 5000 clients à gérer. J'ai une 50aine d'employés à mon actif. Fait que ça va vite. Mais en même temps, c'est un autre stress. Mais qu'est-ce que je m'ennuyais du sport, là? C'est un peu les amis, la culture en arrière de ça. Les moments durs, on les vivait en amis. Les moments forts, on les vivait aussi en famille, avec les amis. Fait que ça, c'est là où, exemple, là, je peux pas vous mentir, que je pense que j'ai fait une genre de mini-dépression. Pause, tu sais, quand j'ai tout arrêté, j'ai accroché mes souliers de vélo, puis je m'ai lancé en affaires. Oui, c'est un comment je peux dire ça? C'est une intensité qui se ressemble, mais pas au même niveau. Je trouve que le sport, mentalement, ça décompresse. Ça te fait sortir un peu de méchant à l'intérieur de toi. Versus qu'en affaires, quand tu as juste une journée de problème, le toxine, il va où? Ouais, tu peux pas l'extérioriser. Effectivement. Puis ça, là, comme homme d'affaires, là, écoute, il y en a combien d'hommes d'affaires qui tombent en dépression, puis t'en entends tout le temps parler, là. On retourne à l'épisode dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une petite question pour vous. On parle souvent de santé sur le podcast, mais est-ce que vous prenez soin aussi de votre santé financière? La réalité, c'est que beaucoup de gens s'entraînent fort, mais leurs finances, elles, restent dans le flou. Le stress financier que ça va venir créer va venir affecter la qualité de vie. C'est exactement pour ça que je veux vous parler de service financier Sébastien Fournier. Sébastien est un très bon ami, mais aussi un auditeur du podcast Santé Sport. Sa mission, aider les gens à bâtir une santé financière solide avec une offre de service globale qui inclut les placements, l'assurance vie et l'assurance pour professionnels. Son objectif, que vous ayez un plan clair pour vous permettre de continuer d'investir dans votre santé, vos projets sportifs ou de maison et votre avenir.
Pour les auditeurs du podcast Santé Sport, Sébastien offre la première consultation gratuite et sans engagement. Pour profiter de l'offre, c'est très simple. Allez sur le site web www.podcastsantesport.com/finance avec un S. Remplissez le court formulaire de contact qui s'y trouve et Sébastien vous contactera rapidement. On retourne à l'épisode. Il y a quand même beaucoup de stats, là, je ne les ai pas avec moi, mais au niveau de la solitude chez les entrepreneurs, je pense que c'est un peu pour ça que les 5 à 7 et les événements de réseautage fonctionnent autant. Parce que, comme tu le mentionnes, si tu n'as pas d'associé, là, ben oui, tu as la business, tu as un bon coup. Ben, tu le fais avec qui, le bon coup? Avec ta blonde, ton chum? Fine. Si tu supportes dans ce projet-là. Mais as-tu quelqu'un que tu as travaillé avec comme un coéquipier de sport, que tu t'es entraîné toute l'année, ça fait peut-être 2-3 ans que tu t'entraînes avec, puis que finalement, vous gagnez une course en relais par équipe? Bien là, ce plaisir-là, vous l'avez à 2, à 3, à 4, ou une équipe de hockey au complet, que là, tout le plaisir, toute l'émotion se vit en gang. Quand entrepreneur, si tu es propriétaire de ta business, tu réussis un beau coup, ben, OK, tu te donnes une tape puis tu recontinues. Effectivement, le lendemain. Mais, tu sais, moi, écoute, je vais toujours, là, plus tard, je vais vous parler de comment que je me suis rendu en affaires. Mais j'ai toujours géré les coups, les bons coups et les mauvais coups. Parce qu'en affaires, là, qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, là, c'est que t'as plus de rouge que de vert. Le vert étant des bons coups. Le rouge, là, ça se passe entre les deux oreilles. C'est comme, t'es comme en entraînement, là. Puis, tu sais, je vois souvent, là, comme je pense, c'est le marathon d'Ottawa en fin de semaine. Ouais. Ou la fin de semaine d'après, là, peu importe. Tu sais, je vois Elisa Legault s'entraîner. Après ça, je vois plein de gros athlètes s'entraîner. Je pense que Thomas Fafard. Nick Morin, Tom. Tous des gros gars qui courent à la course à pied. Tu sais, oui, OK, ils vont tous courir des gros chiffres, etc. Mais tout le moment de difficulté en arrière de cette préparation-là, le monde ne voit pas. Puis tu sais, tantôt, tu m'as posé une bonne question, Phil. C'est ton moment sportif. Oui, j'ai eu un deuil, mais j'ai tellement eu de bagages en arrière de mon volet de haut niveau. Fait les mauvais coups, comment la résilience aux blessures, comment remonter d'une blessure, comment être résilient à des mauvais résultats. La semaine d'après, t'es en haut. Les entraînements, ça te tentait pas. Un 3 heures à la pluie battante, t'as pas de jambes, mais si ton coach te crie après, go, tu sors. Mais il faut que tu sortes. Un tape dans le cul, puis go, on avance. Mais c'est de même qu'on est en affaires. Donc, tout ce moment-là, des moments plus difficultés, il y a des moments, là, à la fin du mois, là, je peux te le dire, au début des affaires, là, j'avais mon ancien propriétaire, il fallait que je paye. Le loyer qui rentrait, l'argent n'était pas là. Il fallait que je prenne des vélos pour arriver à la fin du mois. Mais quelqu'un de normal, avec pas nécessairement le bagage de résilience que j'avais, je pense qu'il s'aurait mis en 4 boules, en petite boule, puis il aurait pleuré. Parce que c'était ces moments difficiles-là que le monde ne voyait pas. Il voit souvent des beaux coups. Comme aujourd'hui, j'ai eu des beaux coups, moi, en affaires. Là. Mais tous les moments de difficulté qu'on a eus, là, le monde ne voit pas ça. Puis c'est là la différence entre quelqu'un comme des athlètes comme Thomas Fafard, comme des gars qui ont eu énormément de succès. Là. On parle souvent de Sad Castonguay, qui est un des meilleurs préparateurs physiques que tu as eu dans une autre émission. Mais ces gars-là, là, ils en ont eu des mauvais coups. Ils ont eu des Christy de bons coups aussi. Fait que c'est du monde qui sont capables d'être résilients aussi à des mauvais, puis juste rebondir de là, apprendre de leurs erreurs, remonter, puis avancer vers le succès aussi. Je pense que au niveau des échecs, le sport est une très belle école parce que tu te rends compte qu'un échec, oui, sur le coup, tu peux avoir la peine de ta vie, mais 2 semaines, 3 semaines après, ou peut-être même 1 an plus tard, tu as appris une erreur que finalement, tu ne le refais pas dans une course. Puis, là, j'ai gagné. OK, mais tu sais que sur le coup, ça peut faire vraiment mal, mais qu'après ça, tu vas apprendre de ça, tu vas lever, puis tu vas t'améliorer, puis que ça reste que c'est un long parcours. Fait que, tu sais, l'année quand tu as racheté, puis tu mentionnais qu'il fallait que tu vendes des vélos, ben oui, tu te mettais sûrement de la pression pour vendre, mais comme là, on est 6 ans plus tard, tu vas faire 6 ans, félicitations. Ouais, on va faire 6 ans. Félicitations. Ben là, maintenant, 6 ans plus tard,
Bon, ben, tu sais un peu comment mieux prévoir ta saison, ton calendrier, parce que des vélos, on est au Québec, on se le cachera pas. Vendre 5 vélos par semaine en hiver, c'est tough un peu, j'imagine, là? Ben, c'est sûr que je touche du bois, là. Je touche du bois, là, la table est en bois, mais écoute, c'est sûr que l'essor a quand même pris de l'ampleur, quand même, depuis que je suis en début. En début d'affaires, on était 10 dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est 55. Puis ongoing, là, tu sais. Fait que la business, elle monte d'un pace incroyable. Mais là, de nos jours, on vend quand même pas mal de vélos l'hiver. Mais en début d'affaires, je me grattais. Je m'en souviens, février. Et c'était quelque chose, là. Je payais mes fêtes de bois, là. Je trouvais ça tough. Là, aujourd'hui, le monde, on a éduqué notre clientèle à eux autres qui veulent un service one-on-one, là. Parce que, tu sais, en haute saison, oui, on est peut-être 15-20 sur le plancher, mais des fois, j'ai 30 clients. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une relation un peu personnalisée one-on-one versus qu'en février, quand tu viens magasiner le vélo de ton rêve, mais on peut prendre le temps avec le client puis dire voici les specs, voici les produits. Je pense que le produit de même, ça va être bon pour toi. Donc, ça, c'est quelque chose de plus en plus qu'on met de l'emphase dessus. Puis de plus en plus, on va essayer de faire toutes les mises au point, toutes les tune-up de pré-saison en novembre, décembre, janvier, février. On va éduquer le monde à vraiment prévoir leur saison pour pas qu'ils arrivent en début de saison puis ça fasse un entonnoir comme ça fait en ce moment. Ça, c'est vraiment difficile à gérer parce que... Puis ça, je pense qu'on est tous de même, là. On arrive, je sais pas, moi, je suis de même, ce qu'ils te font. Je dis à ma blonde, ça te tente-tu d'avoir une belle paire de classiques? Oui, on est à une semaine de la saison, on rentre dans c'est vide. Tu comprends? Fait que c'est compliqué à gérer, mais je pense qu'avec une éducation un peu plus saine, on va être capable le monde moi, je pense, d'amener leur vélo d'avance, préparer d'avance. Donc, quand la saison part, ça va être prêt à partir. Sinon, le bon truc, c'est, comme tu dis, pour moi, là, octobre-novembre, là, tu le mets tune-up pour la base, fait que tu l'as déjà, là. Il n'y a pas grand monde qui s'en va au magasin normalement au mois d'octobre pour faire des tune-up. Fait que c'est assez rapide comme service. Oui, effectivement, tu as tout compris. Puis en même temps, tu as un service plus personnalisé parce que l'employé ou le technicien va être moins dans le jus. Donc, il va prendre plus le temps d'analyser tes besoins, analyser vrai le problème, puis on va être capable de plus personnaliser aussi l'entretien de ton vélo. Avant qu'on aille trop loin dans le magasin, comment tu t'es rendu propriétaire? C'était quoi cette histoire-là? Ben, je m'ai rendu propriétaire. Écoute, moi, j'étais à l'Université Laval en éducation préscolaire. On appelle BPEP. BPEP, ouais. Je m'ai rendu là, je ne sais pas comment. Ma mère était enseignante toute sa vie en primaire. J'ai toujours vu ma mère aussi avec ses étés off. Puis moi, l'entraînement, c'était une grosse partie. Du bike l'été, ça serait le fun. C'était une grosse partie de ma vie, l'entraînement aussi. Je suis un gars, à l'université, j'étais flyé, tu sais. J'étais pas un gars très... J'étais très concentré dans le sport, mais l'école, ça a tout le temps été quelque chose qui était très difficile pour moi. OK. L'autorité, j'ai eu bien de la misère. Là, vous allez savoir pourquoi je suis devenu entrepreneur par la suite. Mais j'étais à l'Université Laval en BPEP. À un moment donné, j'étais pas bon en français. Pour le monde qui me connaît, j'étais un anglophone. J'ai tout le temps été en anglais avec ma mère. Puis à un moment donné, on avait une classe de 400 personnes. La prof a dit faut que les profs de nos jours doivent être parfaits en français. Fine, je comprends ça. Puis c'est vrai. Faut qu'on donne l'exemple à nos futurs élèves, à nos futurs enfants. Puis la population qui va un peu nous remplacer éventuellement. Puis ça, je comprends ça à 115%. Mais moi, quelqu'un de parfait, là, ça n'existe pas. On a tous nos défauts. Fait que je lève ma main. En avant de 400 personnes, j'ai dit, c'est parce qu'il y a une faute sur ton tableau. Fait que là, je me fais rencontrer par la DID à l'époque dans son bureau. Puis elle me dit, Matt, c'est de valeur, mais on n'accepte pas ça. Ben, j'ai dit, c'est correct, je comprends ça, mais j'ai dit, tu peux pas dire ça à des futurs enseignants. Quand tes enseignants toi-même ne sont pas parfaits. Puis tes profs. Ben, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, moi, je vais être capable de me placer dans la vie.
Mais j'ai fait attention parce qu'il y en a que c'est leur rêve être enseignant. Sur ça, j'ai dit bonne journée. Je suis parti. Puis là, je suis rentré chez nous. Puis là, j'ai dit à ma mère en partant, mais je m'ai fait sortir de l'université Laval. Fait que mon père, il a dit bravo, champion, on fait quoi? Fait que Mais là, t'es-tu dans la première session, deuxième session? J'étais à mon stage 3. OK, t'es à fin. Sur 4 stages. Fait que là, je me gratte la tête, hein, parce que là, je me fais sortir de l'université. Je sais pas quoi faire avec ma vie. Plus, je sais pas si le monde connaisse l'Université Laval, mais quand t'es dans un programme comme celui-ci, c'est très difficile d'avoir des crédits pour aller dans un autre bac ou... OK. Très difficile. Fait que là, je m'en vais voir des DEP avec ma mère, construction, toutes les kits. Nanana. Fait que là, rien il me parle. Fait que là, à un moment donné, je rencontre un gars qui s'appelle Éric Tourville. Un de mes bons chums. Je le aujourd'hui. Un gars qui est bright. C'est un client hype. Ouais, client hype. C'est rendu un client chez nous, mais c'est surtout un bon chum. Ouais. Un ami qui m'a remis une vision claire, nette et précise dans ma vie. Mais surtout, un quelqu'un tellement intelligent dans la vie, là. Écoute, un gars qui a 50 quelques ans aujourd'hui, il s'entraîne, il fait des poids, lève une motocross. C'est un chum. C'est rendu un bon ami. Puis lui, il n'y avait pas de question que je devenais un gars, un DEP. Puis pour le monde qui ne connaisse pas Éric, c'est un gars qui est sur-spécialiste, c'est un rétinologue, sur-spécialiste dans les rétines. C'est un médecin. Puis, il m'a dit, Matt, non, tu vas pas faire un BEP. Il dit, on retourne à l'université. Écoute, sa femme, Christine, elle me ramenait à l'université. Puis, on a fait notre cours de français ensemble, Éric, puis moi. C'était drôle, le gars, c'est un médecin, tu sais, il n'est pas beau obligé de retourner à l'école, là, mais crème, chaque soir, on étudiait le français ensemble. Puis, il m'a comme redonné le goût à l'école. Fait que j'ai dit, écoute, je m'ai fait une promesse à moi-même dans le temps. Puis ça, j'avais pas l'essor. J'étais comme encore à l'université. Fait que j'ai retourné à l'université, puis j'ai fini avec 3 certificats. Un certificat général, parce que mon fameux bac en BPEF, que j'ai été capable, avec toutes les engueulades du monde, que j'ai été capable de ravoir. Après ça, on a tombé gestion de PME. Puis après ça, j'avais une marketing aussi. Fait que j'ai ça 3 certificats. Il me reste un cours. Devine lequel pour avoir mon bac multi. Français. Fait que mon fameux français va se faire à ma retraite avec Éric. On s'est toujours promis que les deux, on allait retourner à l'école, compléter mon bac avec mon cours de français. Capoté, hein? Des fois, tu rencontres du monde dans la vie là, que tu le sais pas dans le temps présent, mais c'est du monde formateur pour le futur aussi, où il t'amène à un autre niveau dans ta vie. Éric, c'est un gars de même pour moi. Fait que, bon, on est rendu là. Comment j'ai acheté l'essor? Parce que là, tu finis tes 3 certificats, t'es en quelle année à peu près? Écoute, là, on est 2026. J'ai racheté l'essor il y a 6 ans. Bientôt 7. Comme il y a 6 ans. Quand j'ai sorti de l'université, j'ai eu une bonne emploi. Je travaillais encore à base chez l'essor, toute la semaine, la fin de semaine. Quand j'ai sorti, j'ai été directeur chez PepsiCo. OK. PepsiCo, c'est Frito-Lays, Quaker, Gatorade, Pepsi. Le seul que... Parce que le monde, il confond souvent PepsiCo avec Pepsi Coulombe. Ouais, non, c'est 2 choses différentes. Puis Coulombe, c'est un distributeur pour... PepsiCo. PepsiCo, mais pour le Pepsi seulement à Québec. OK. Puis moi, j'ai été directeur pour Quaker. Je vendais du gruau pour ma vie. Un bon emploi. Je voyageais le Québec au complet de tout ce qui est Gaspésie jusqu'à Montréal. Okay. J'avais un gros territoire, tous les GA, toutes les Sobeys. Moi, je m'occupais des comptes majeurs. Métro, Sobeys, puis Maxi. Puis après ça, écoute, je travaillais à la fin de semaine chez Lessard, la semaine chez Pepsi. Et je voyageais, je travaillais genre 90 heures. Puis à un moment donné, un des propriétaires, parce que là, tu sais, j'ai parlé de Pierre qui était avant. Ouais. Quand il a fait son coma, il a été racheté par un gars qui s'appelait Stéphane Cyr, un homme d'affaires de Montréal. Un chic type.
Puis lui, ça a été mon 2e employeur. Puis à un moment donné, il m'a posé la question. Il dit, Matt, pourquoi tu travailles autant? Tu reviens à la fin de semaine travailler, vendre des vélos, des bicycles à pédales. Puis la semaine, tu pars travailler chez Pepsi. Puis le jeudi soir, vendredi, tu viens m'aider à vendre des vélos. J'ai dit, j'aime ça. Fait qu'à un moment donné, il y a une épreuve assez... qui a changé aussi la vie de Stéphane puis ma vie aussi. Un samedi, je suis rentré travailler. Puis un ACV, écoute, son associé Rémi, à la base, qui était aussi mon mécano quand j'étais en Coupe du Monde en vélo de montagne. Rémi, c'était mon mécano. Fait que j'avais une relation très, très, très proche avec Rémi. Puis quand je rentrais travailler un samedi, il a fait un AVC. Puis Rémi, c'était le gars le plus bête sur la planète Terre. J'ai jamais vu le gars bête de même. À un moment donné, quand il s'est assis, puis moi, je le savais que si, du côté gauche, s'il y avait une AVC, il allait perdre un peu, il allait paralyser un peu du côté gauche. Puis j'ai dit, veux-tu une bonne compote à ma mère? Hey, Rémi, pour le monde qui connaisse, il m'a renvoyé me promener bord en bord. Quand il a dit oui, j'ai donné la compote dans la main gauche. S'il l'échappait, il faisait un AVC. Puis, écoute, il faisait un AVC. Fait que je l'ai mis sur mon épaule, j'ai monté à l'hôpital. Puis rendu là, ils ont fait un AVC, mais qu'est-ce qui l'a tué? Il a fait un anévrisme aussi dans la nuit. Il est décédé. Le lendemain matin, Stéphane Cyr, qui était le propriétaire chez Lessard à base, il m'a appelé. Il dit, Matt, il dit, écoute, je t'ai écœuré, j'ai jamais vu mes filles, ma femme. Il dit, je vais à toi ou à Mathieu. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, donne-moi 24 heures, 48 heures, là, puis je te rappelle. Fait que j'ai parlé avec Eric. Puis Eric, il m'a dit, go, on y va. Eric. Tourville. Oui. Puis Stéphane, à la base, il est venu voir mes parents pour expliquer les côtés rouges puis les côtés verts d'être en affaires. Puis ça a tout le temps été un discours qui est resté chez nous. Ça n'a pas pris 24 heures. Je savais même pas où j'allais prendre mon argent pour acheter l'essor. C'est Steph, j'achète. Tu dis comment? Je sais pas. Laisse-moi un autre 24 heures, on va gérer ça. 24 heures. Ouais. Mais comme homme d'affaires, on vient souvent l'expert à trouver des solutions parce qu'il y a beaucoup de problèmes en affaires. Mais un gars bright va toujours trouver une solution. Pour moi, c'est important. Parce que si tu vois juste des problèmes, c'est comme dans le sport. Comment qu'on s'en sort? C'est tout ça qui fait en sorte que ça fait venir comme entrepreneur. C'est important de trouver des solutions parce qu'il y a plein de problèmes. C'est comment qu'on trouve les solutions. C'est de même qu'on avance. Puis je pense que c'est une des raisons aussi, la facilité que j'ai à trouver des solutions, surtout plein de problèmes, qu'aujourd'hui on se parle. Parce que si le gars me dépasse tout le temps à gauche, en hockey, en soccer, en F1, en vélo, le gars me dépasse tout le temps à gauche, OK, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'il me dépasse à gauche la prochaine fois? Et quand ça fait 5-6 fois que tu te fais passer dans la même courbe, là, tu l'apprends à la courbe. Là. OK, quelle autre façon que je peux faire? Je peux-tu dropper un peu plus avant? Je peux-tu apprendre plus agressif, moins agressif? Les conditions de la neige, moi, dans mon cas. Mais comme, on se met à réfléchir à tout ça. Mais quand on arrive en affaires puis que, tu sais, t'as un problème, puis tu peux pas ouvrir un livre qui va te dire voici la solution à prendre. Les 100 rules to success. Mais moi, je m'ai toujours fait dire par Stéphane, là, qui est mon mentor en base aujourd'hui aussi en affaires, un homme brillant peut faire une erreur une fois, mais un homme brillant va pas faire l'erreur 2 fois. Si tu fais l'erreur une fois, c'est correct. Tu peux l'accepter, t'apprends, t'avances, tu te corriges, puis t'avances. Versus que quelqu'un qui ne comprend pas, il fait l'erreur 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, il faut t'apprendre de tes erreurs. Puis si tu fais toujours la même erreur, mais tu n'avances pas. Il faut vraiment que tu fasses une erreur, puis si tu fine-tunes, tu fais une petite erreur, mais c'est correct. C'est de même que tu apprends. C'est de même que tu avances, puis c'est la même affaire dans le sport. Donc, c'est là qu'à base, que l'essor aussi a appris aussi, puis c'est de même que je me suis rendu en affaires parce que écoute, le sport me ramenait aussi du fait, OK, on est rendu à un point X dans la course, comment qu'on se prend au point Z? Puis c'est de même qu'on avance. T'as mal, tu sais, c'est quoi? T'es dans ski de fond, tes jambes sautées, puis il te reste un tour, peu importe. Mais il faut que tu trouves des solutions pour te rendre, tu sais, tu comprends? Faut que tu te calmes, faut que tu remettes toute ton énergie à la bonne place, puis après ça, tu avances avec ça. C'est la même affaire en affaires. Tu stabilises, check tes options, puis t'avances.
C'est de même que je suis rendu. Fait que quand j'ai acheté l'essor, là, Steph m'a abordé, j'ai signé des papiers, puis j'étais avancé. Puis après ça, tu sais, la première étape, c'était facile. Comment acheter une business? Ben, il doit y avoir un avocat qui fait ça. J'ai appelé un avocat. C'est quoi la première étape? Question niaiseuse. On va y aller de même, Matt. Comptable. Faut que je sache comment compter des chiffres. Fait que j'ai engagé un comptable. T'as pas ton bac en compta, toi. T'as du marketing. Puis, non, mais je suis un gars brillant en chiffres. Ouais. Quelqu'un me connaît, je sais comment calculer. Mais j'ai pas mon... Puis moi, là, j'ai toujours pris des gros problèmes dans la vie, puis j'ai toujours divisé ça dans des mini-problèmes. Puis j'ai toujours mis ça dans des petits morceaux. C'est comme, exemple, t'es dans le sport, c'est la même relation. T'es à côté, 180 de Batman, tu manges une bartende, une grosse bartende d'un coup. Ça fait quoi? Tu pognes une crampe, là. Puis t'as le goût de vomir, ça te presse dans la bouche. Versus que tu prends des petites gouttes, des petites bouchées, ça passe mieux. Même affaire en affaire. Tu prends des gros problèmes, tu les coupes dans plein de petits problèmes, puis tu les manges. Tranquillement, tu absorbes, puis tu avances. C'est de même que j'ai commencé. Donc, j'ai été capable de prendre un gros problème qui était acheter l'essor bicycle, que le monde ne connaisse pas. L'essor, c'est quand même une institution à Québec. Oh, ouais, c'est... Une question pour toi, ça fait combien d'années qu'on est en affaires? Ouais, je pense que je l'ai vu passer dans la recherche. Si je me trompe pas, c'est fin des années 80, début des années 90, ça se peut-tu? Ouais, on fait 70 ans qu'on est en business. 70 ans? Ouais. OK, c'est que j'étais bien dans le champ. 1800, on est commencé 1950, 60? Non, 1870, si je m'en souviens bien. Puis ça a commencé par les frères Lessard, un petit magasin sur la route de l'église. Après ça, ça a été racheté par Pierre Daigle, qui a fait faillite. Racheté par Stéphane Cyr, puis après ça, par moi. Puis moi, je suis tout seul dans la compagnie, là. Comme actionnaire? Oui, actionnaire. Ouais, je suis 100%. Mais c'est de même que je suis parti, tu sais. Fait que tu sais, c'est pas une histoire de... Sans rentrer dans les chiffres, là, c'est pas une histoire de 100 000, là. C'est pas une histoire de 50 000 non plus, là. Non, ça... Fait que c'est des gros montants. C'était des gros montants. Des gros montants qu'aujourd'hui, je trouve un bon investissement. Mais c'est ça qui est le fun, c'est le risque. Tu dis... Tu sais, là, on a déjà... Tu sais, tu pars à une course, puis tu mets ça sur la table, puis go, on y va. C'est la même affaire en affaires. C'est un risque que tu prends. C'est un risque qui était calculé, mais un risque qui était quand même un risque. Je veux pas rentrer dans les chiffres pour garder la confidentialité, mais mettons qu'on prend un auditeur ou une auditrice là, qui est un jeune, moins jeune athlète qui est en train de finir sa carrière et qui savait pas que hey, je pourrais acheter un magasin de bicycle parce que c'est sur ma passion, un magasin de ski de fond parce qu'il tripe sur le ski de fond. Ça a été quoi un peu la structure financière? T'as-tu travaillé là, puis continué à travailler pour Stéphane, puis tranquillement, pas vite, ton salaire s'est mis en achat d'actions? Comment t'as fait ça? Moi, c'était... Pour le monde comme me connaît, j'étais un gars simple. C'est un gars qui trouve des solutions efficaces, vite. Fait que c'était une étape. Et moi, j'ai dit, écoute, j'ai tant d'argent épargne, c'est quand même un bon montant pour moi à l'époque. C'était dans les 6 chiffres. J'ai dit, moi, je mets tout ça à la table. Écoute, j'avais plus une scène dans le compte, là. Mm-hmm. J'avais un loyer qui rentrait, puis tout. Pour moi, c'était la preuve de dire, écoute, je risque tout. C'est ça que j'ai, je risque tout. Là, tu vas m'aider à risquer avec toi. Fait que comment qu'on a fait ça? C'est qu'on a structuré à patente que c'était en fait, l'ancien propriétaire, c'est lui qui me finançait. OK. Au privé. Moi, j'ai pris qu'est-ce que j'avais pour lui montrer du sérieux. Il a trouvé mon sérieux en disant ça. Puis il a dit, moi, je vais te financer à la balance. OK. Fameuse pandémie. Ouais, hein? Parce que tu l'as racheté quand officiellement? 1 mois avant la pandémie. Décembre 2019? Ouais. Wow! Quelle aventure! J'appelle le Steph. On fait quoi? Il dit, on est pas mal dans la merde. J'ai dit oui. Il dit, on fait quoi? Je dis, écoute, il m'a pris une solution qui m'a aidé à l'époque. Il dit, t'arrêtes les intérêts. T'arrêtes le capital, tu me verses juste l'intérêt. C'est un bon deal. Ouais. Puis j'ai dit, si ça pogne, il dit, tu peux me verser plus de capital. Pandémie pogne. File d'attente. Là, je dis, OK.
Comment qu'on peut booster la business? J'ai engagé 8 gars dans le temps, mes premiers 8 gars temps plein. J'avais acheté 8 iPads avec des téléphones, puis on vendait des vélos par iPad. Avec vidéoconférence. La business. OK, ils se promenaient dans le magasin. Puis ils montraient les vélos. Avec. T'es capoté, raide. Ouais, ça, c'est innovateur. On vend. Le business pogne. Fait que là, je commence à rembourser Stéphane rapidement. Très rapidement. Très, très rapidement. Après 2 ans, j'ai remboursé Steph. J'avais tout remboursé mes dettes. Pandémie, puis là, depuis ce temps-là, écoute, l'essor va super bien. On a toujours accès aussi à une business service. Pour moi, ça a toujours été une ligne directrice envers mes employés. Puis c'est la même affaire dans le sport. Ça a tout le temps été un objectif clair. C'est quoi le grand objectif? Puis comment qu'on se rend là? Avec des sous-objectifs. Puis ça revient un peu comment j'ai acheté l'essor, puis je l'ai toujours coupé en petits objectifs. Puis c'était le même. Puis même aujourd'hui, on s'en va où dans 10 ans? On s'en va où dans 5 ans? On s'en va où dans 3 ans? 7 années, on s'en va où? Puis dans 6 mois, on va être où? Puis on a toujours un plan A, qui est le plan parfait, qui est jamais de même en affaires. Plan B, plan C, plan D. Si t'es rendu à plan F, t'es dans la merde. Ouais, mais tu sais, un cycle olympique, c'est 4 ans. Ouais. Ben, tu le sais, tu vas être où dans 3 ans, tu le sais, tu vas être où dans 2 ans. Puis pour te rendre dans 1 an, ben, comment tu vas décortiquer chacune de tes journées, chacune de tes semaines, chacun de tes mois. Tu sais, pour ceux qui connaissent l'entraînement, les mésocycles puis les microcycles, c'est exactement ça. On se divise une année en 12 mésocycles, qui est 12 mois, puis chaque mois a 4 microcycles. Puis chaque microcycle et mésocycle ont des objectifs précis pour arriver à la saison de compétition, puis être au top de ta shape. Puis là, après ça, tu fais ça, mais sur 4 ans. Ça, c'est un art, hein? C'est un art, moi, t'as dit, là. Faut que tu connaisses ton corps, faut que tu connaisses. Puis c'est un peu le même principe en affaires. Parce que moi, écoute, quand j'avais commencé, je m'avais donné un grand objectif qui était magasin. Tu sais, moi, mon but, c'est quand tu es en affaires, être propriétaire. Tu sais, c'était 2 thinking de pensée, mais l'immobilier, pour moi, c'était tout le temps un investissement sûr, sécuritaire pour ma femme de pension. Fait que j'ai acheté la bâtisse, 32 000 pieds carrés. Après, OK, pas juste le local. Non, j'ai racheté la bâtisse au complet. Puis après ça, c'était rénover. Mettre aussi l'expérience client. Ça coûte tellement cher en marketing, Félix, de mettre un client dans son auto, de le faire déplacer en boutique, que quand il rentre en boutique, il faut que tu l'accueilles comme il faut. Donc, service à clientèle. Il faut que tu aies les bons produits sur place. Puis il faut que tu aies les bonnes couleurs, les bons SKU avec la bonne inventaire. Fait que mon objectif dans tout ça, à base, c'était sécuriser ces 5 éléments-là. Puis après ça, on avançait sur un autre objectif. Aujourd'hui, on a refait le site web, on rouvre le Canada au complet, puis on s'en va ailleurs avec le business. Toujours en gardant les 5 principes du service à clientèle, bon produit, marketing-wise, puis avoir le bon produit quand le client veut l'acheter. Donc, c'était un peu le même principe avec les bisocycles parce que faut que tu aies toujours la bonne affaire au bon moment, puis comment gérer ton cash flow puis ton flux monétaire pour que quand tu arrives en juin, juillet, puis il y a des mois qui s'en viennent, que le cash rentre pour que tu sois capable de payer tes fournisseurs. Ça, c'est un autre problème en affaires, là. Puis, en toute transparence, il y a un magasin de vélo qui est à même pas 1 kilomètre de chez moi. Ça serait facile pour moi d'aller là. Puis, en toute transparence, tu me donnes pas de rabais. Fait que je paye le plein prix là, quand je vais chez vous. Puis je le dis juste pour que les auditeurs le sachent. Mais je fais la route pour aller chez vous parce que quand j'arrive chez vous, le stock est là. Tu me dis pas, ben retourne 2 semaines chez toi puis reviens dans 4 jours. Ben reviens dans 4 jours. Retourne chez toi, reviens dans 4 jours parce qu'on va l'avoir commandé puis là, on va le recevoir. Non, vous l'avez. Puis quand je vais porter mon vélo pour un entretien, ben l'entretien est bien fait. Puis aussi, quand tu as acheté ta base d'entraînement, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, on achète une base d'entraînement, on offre on embarque dessus, on ajuste la base, on explique la base. Ça, on t'a pas chargé une scène de plus pour ça, là. Mais tu sais, pour quelqu'un qui connaît les finances, là, tu payes un gars 30$ de l'heure, ça prend une demi-heure. Mais tu sais, il y en a beaucoup que tu comprends? Fait que c'est sûr que pour nous, je l'ai jamais calculé de même, la business. Je l'ai toujours calculé aussi, puis qu'à Québec, c'est comme une grande ville. Pour le monde qui me connaît, je respecte tous mes clients.
bonjour Félix, bonjour Ginette, bonjour Pierre, tout le temps par leur prénom. Pour moi, c'est un respect. Que tu m'achètes 2 $ ou que tu m'achètes pour 20 000, pour moi, il n'y a aucune importance. J'ai été de même en début de carrière, je suis encore de même aujourd'hui. Puis pour moi, c'est hyper important pour le jugement de client parce que c'est pas tout le monde qui a 20 000. Il y en a là, qui rentrent là, un vélo à 500-600 $. Puis j'ai encore un engueulade demain avec mes acheteurs que pour moi, c'est important. Très important. Que le client rentre, on a un vélo pour lui. S'il veut un vélo rose, on va l'avoir rose. Puis c'est très important pour moi. Puis je m'engueule tous les jours. Puis c'est toute une discussion controversée avec mes acheteurs de dire, Matt, pourquoi tu te préoccupes autant? Parce qu'il y a une population, il y a un besoin, puis il y a quelque chose dans ce créneau-là. T'sais. Comme homme d'affaires aussi, hein, on est en affaires pour combler un besoin dans la société. Ben oui, puis tu sais, la personne, tout le monde veut acheter un vélo pour faire du vélo. On s'entend. La personne qui a économisé 1 an, on passe à un flot de 18 ans, là, qui travaille les soirs, les fins de semaine, puis qui met toujours un peu d'argent de côté pour pouvoir s'acheter un vélo, puis que finalement, après 1 an d'économie, il est capable d'aller s'acheter son bike à 500, 600, 800 $. Ben quand il rentre, là, son vélo, là, il va vouloir que son vélo, il soit comme qu'il veut, dans son range price. Il va partir avec son vélo, puis il va être heureux. Ben, si on le met juste à plus grande échelle, il y en a que pour qui dépenser 20 000 sur un vélo, c'est un moins gros effort. Est-ce qu'ils vont être tout autant heureux? Peut-être même que moins. Je vais être bien plate. Mais la personne qui a mis vraiment beaucoup d'efforts pour économiser pour acheter son bike, quand il va aller faire du bike, il va être heureux, puis il va être content d'avoir un bon service, puis d'avoir eu des bons conseils là-dessus. Là. C'est là qu'on met un point qui est important. Puis pour tout le monde que j'ai engagé chez Lessard, là, écoute, moi, des fois, une entrevue, là, c'est 30 secondes. Premier critère que je regarde chez un employé, les yeux quand on regarde dans les yeux. Faut tailler le flair de regarder quelqu'un, d'aimer la personne. Que tu connaisses le vélo, pour moi, c'est un critère même pas secondaire. C'est un critère qui vient très loin après l'entrevue parce que pour moi, si tu aimes le client puis tu es capable de lui dire bonjour, salut, ça va bien, on vous voit le client, on a du fun avec le client, qu'on pose des questions, après ça, il va toujours avoir du monde dans le business qui ont toujours un knowledge ou une connaissance supérieure au produit que toi. Il faut tout qu'on commence quelque part. Mais le flair d'avoir regardé dans les yeux puis parler au client avec un sourire, ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis, si tu es honnête avec ton client, tu vas le dire. Moi, j'en étais un de ceux-là. Moi, le vélo de montagne, je connaissais rien, je connais encore rien puis une barre. Ben, si un client qui venait pour un vélo de montagne, au lieu de le bullshiter sur du n'importe quoi, ben, hey, attends, je vais aller te chercher un gars de vélo de montagne. Effectivement, tu as tout compris. Puis pour nous, ça a tout le temps été une recette au succès parce que les clients le voient, ça. Les clients sont aussi reconnaissants qu'on est honnête avec les clients. J'ai toujours dit, s'il y a une erreur dans le système, t'es mieux de dire, écoute, je suis désolé, il y a une erreur, je vais vous passer un gestionnaire ou je vais vous passer un directeur, peu importe, qu'on s'occupe du problème et non qu'on le avoid. Si je ramène ça dans le sport, t'arrives, t'as une blessure, si t'es pas honnête avec toi-même, ça fait quoi? Tu l'empêches. Même affaire d'affaires. Tu caches des bobos, à un moment donné, ça va te retomber. Puis à Québec encore plus, à cause du fait que c'est une petite ville avec une petite population. Québec, c'est comme une grande ville. Hein? C'est pas Montréal, c'est pas Toronto. Moi, je l'appelle le grand village. Un grand village d'amour. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix Famille et Amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix Famille et Amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Un grand village
Toi aussi, t'as une grande gueule, là. On le sait, on se connaît assez. Mais, tu sais, on a fait du sport. C'est qu'on connaît du monde d'à peu près tous les quartiers qu'on peut penser. On est allé à St. Lawrence, les deux. Une place que, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est un cégep de 800 personnes. C'est le seul cégep anglophone de l'Est de Montréal. Donc, toutes les petites régions qui veulent avoir accès à un cégep en anglais se ramassent à St. Lawrence. Fait qu'à St. Lawrence, là, c'est le ramassis des écoles secondaires tout seul. T'es tout seul, un ou deux de ton école secondaire. Ce qui arrive, c'est que t'as pas le choix de parler. Le premier cours là, de Saint-Lô, je sais pas si tu t'en rappelles. Là. T'étais avec moi? Ben, non, on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble dans les cours. Mais la première personne que tu t'assis à côté du bureau, là, cette personne-là, tu vas la connaître par le nom. Puis encore aujourd'hui, je peux me rappeler c'est qui. Je la nommerai pas, mais ça devient une personne que tu connais. Parce que c'est la première personne que tu rencontres quand tu rentres à St. Lawrence, puis t'es fucking tout seul. À Sainte-Foy, t'es avec tout du monde de ton secondaire. À Garneau, même affaire. Limoilou, même chose. Fait que c'est facile, c'est naturel d'aller vers cette gang-là. Mais quand t'arrives à St. Lawrence, t'es tout seul. T'es obligé de te faire aller à la gueule puis de commencer à parler à peu près tout le monde. C'est que tu te rends compte, ben, tu sais, on n'est pas allé au même secondaire. On a plein d'amis en commun qu'on a connus à St. Lawrence, mais que, tu sais, on n'est pas allé nécessairement avec eux au secondaire. Après ça, à l'université, t'arrives. Ben, vu que tu étais à Saint-Lô, tu t'en fous de parler avec tout le monde. C'est que tu arrives à l'université, tu rencontres plein d'autres mondes qui sont dans plein de milieux différents, qui arrivent avec un bagage ou une culture différente, une vision de la vie différente. Fait que ça fait juste que quand tu connais beaucoup de monde, tu as fait beaucoup de sports différents, à Québec, quand tu sors d'un bar ou que tu es propriétaire d'une entreprise, tu commences à connaître pas mal de monde, puis ton nom se promène vite. Effectivement, surtout à Québec. Mais moi, j'ai toujours dit à mes employés, puis tout, il faut que tu fasses attention parce qu'un mauvais coup à Québec peut te faire mal quand même. Mais c'est toujours, surtout moi, qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait que, écoute, j'ai toujours été souriant au monde, j'ai toujours accueilli mon monde. Écoute, j'ai un exemple tantôt, j'ai une cliente, elle avait une crevaison, elle était pressée. J'ai dit à mon employé, tu prends le truck, on va la porter à la maison. La cliente, là, est arrivée à la maison, elle m'a appelé, elle dit « Wow, merci, Matt, je te dois quoi? » Parle à ramène-moi une cliente. Tu comprends? Parle bien de moi, puis ça va être tout. Ouais. Puis pour moi, le bouche à l'oreille, ça a tout le temps été hyper important. Écoute, mon frère est à Montréal, il parle de moi. Tu comprends? Puis j'ai toujours eu, moi, le flair en affaires de dire j'encourage localement, j'encourage aussi des business que c'est mes amis. De l'argent, l'économie circulaire entre amis, pour moi, c'est hyper important. Même affaire quand on vient faire des achats aussi, produits québécois, est-ce que c'est local? Tu sais, il y a plein de produits là, qui sont super chronos, tout ça, là, c'est tous des produits qu'on encourage parce que c'est canadien, c'est québécois, puis pour nous, c'est important. Fait que si je le ramène quand on offre un produit au client qui vient dans notre boutique, bien, c'est un produit qu'on estime fair puis qu'on estime que c'était jugé pertinent pour le client. Donc, on n'a rien à se cacher. Puis, tu sais, si vous avez un ami qui a une business, au lieu d'aller têter des rabais, allez l'encourager à la place. Hein? Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont toujours. C'est correct de demander des rabais, puis ça, j'accepte ça parce que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes moyens, je pourrais dire. Mais c'est sûr qu'un service, puis le côté, je te dirais, humain, puis le côté aussi de voilà plus qu'un prix. Voilà que si jamais tu as un problème, là, je ne vais pas toujours te charger à pu finir. Exemple, tu as acheté une base d'entraînement. Ouais. Tu me rappelles, en 1 an et demi, ta base saute. Je ne vais pas te charger un frais d'administration ou un frais d'administratif, mais si je ne rentre pas dans mes coûts puis on fait un rabais, puis exemple, ça me coûte 35 % opérer une business ou 30 %, je dis des chiffres de même, puis le produit, je fais juste 25 % de marge, puis je te donne un petit 10 %. Fait qu'au fini, je finis à 16-17 % de marge. Au final, je suis en déficit de entre 17 et 8 % de marge. Donc, moi, si tu me rappelles dans 2 ans, ben, je vais être encore en déficit.
Versus que si je te le vends à plein prix puis tu me rappelles, je te donne du service, moi, je suis gagnant. Toi, tu es gagnant parce que on t'offre un service après-vente impeccable, puis avec une garantie, puis on finance une garantie, puis etc. Mais toi, tu es content. Moi, je t'envie après tant d'affaires d'années. C'est de même qu'une business devrait fonctionner. Donc, des fois, quand on vend juste des produits à rabais, puis c'est correct qu'il y a des périodes de l'année qu'on le fait, mais c'est pas solvable. C'est pas une solution à long terme. Tu sais, achète-le le bike sur Amazon. C'est un problème avec, gère-le. Effectivement. Gère-le. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais dans toute l'industrie du bike, le volume au Québec est tellement élevé en termes de vente de vélos qu'on n'est plus nécessairement capable d'accueillir tout le monde à l'atelier. Surtout parce que c'est une business saisonnier. Donc, tu sais, tantôt, j'ai dit, on encourage nos mondes à venir un peu d'avance. C'est un peu le principe de déloader nos mécaniciens sur une année, 365 jours par année, et non nécessairement en 180 jours condensés. Ou, première des choses, les gars, ils travaillent des heures depuis finir, sont frustrés de la vie. Il y a plein de principes, tout le monde veut leur produit pour demain matin. Donc, en déloadant sur une année complète, on est capable de vraiment maximiser nos rendements à l'atelier aussi. Puis, quand on achète ailleurs, comme tu as dit, Amazon, ils viennent en magasin. J'aimerais bien t'aider, là. Je suis le premier à aider le monde, là. Mais j'ai comme... faut que je maximise mes ventes à l'interne, puis le monde qui m'encourage avant encourager des grossistes comme des Américains. Fait que ça, c'est différent un peu, là. Allez encourager vos amis qui ont des business. Fait que ça, c'est important. On a quand même une belle communauté de vélos à Québec. Toi, de ton côté, avec le vélo de montagne, puis là, maintenant, avec le magasin, j'imagine que tu es un petit peu plus impliqué aussi dans le vélo de route. Comment tu trouves la communauté des cyclistes à Québec? Elle est malade. Ouais. Elle est vraiment cool. Tu sais, on a des belles business qui font énormément de bels ouvrages. Tu sais, exemple, là, à course à pied, on a le crew. Écoute, Guillaume Larose, un bon chum de moi dans le temps, là, on s'est comme perdu de vue parce que la vie fait en sorte qu'on se perd de vue. Mais écoute, communauté incroyable, 6am Club. Après ça, dans le vélo, on a le Musette qui fait un excellent job en ville. On a le Cartel aussi qui fait un excellent job. Fait qu'on a des business propices à ça. Puis ça, c'est bravo, chapeau à ça. T'sais. L'hiver, on a le Power Watts. Moi, je m'entraîne au Power Watts parce que c'est Christine, c'est une de mes amies, mais il y a aussi le Cartel. Il y a aussi en ville, là, Faux Mouvement, en tout cas. Ouais. Il y a un autre business aussi qui encourage le cyclisme intérieur. Fait qu'on a une communauté incroyable. Là. Puis ça donne aussi envie d'aller voir, rencontrer du monde. Puis c'est une belle communauté. Il y a du beau monde, là. Comment tu vois l'essor Bessic se positionner dans cette communauté-là? Écoute, je vais être honnête avec toi, là, Phil, là, c'est pas une de nos forces. C'est vraiment pas une de nos forces. Puis ça, je pense que c'est grâce à moi. Je suis tellement un gars, puis ça, même quand j'étais dans le sport comme ça, j'étais un gars qui est un peu dans ma tête. Puis j'ai jamais pensé nécessairement, c'est de quoi que là, j'ai trop de jobs. Éventuellement, j'aimerais ça revenir puis engager du monde qui sont bons à faire des communautés. Mais je pense que c'est le manque de temps de ma part que j'ai moins d'énergie à mettre sur ce volet-là. Une place qu'ils font bien, c'est le coureur nordique. Ouais. Avec Jimmy, puis avec Seth Koska, puis tout ça. Ça, c'était quoi qui faisait très bien. Mais c'est dans nos plans futurs. D'avoir des rides communautaires avec notre clientèle, etc. C'est de quoi qui est très important pour nous. Mais c'est une manque de temps de notre part en ce moment. On choisit nos batailles puis nos priorités quand on est entrepreneur parce que la liste ne finit jamais. Hein? Oui, puis à un moment donné, la vie familiale apprend à rentrer. Là, on va tomber un peu dans le geek des vélos. Là. Fait que si vous n'êtes pas trop cycliste, on va essayer de pas trop vous endormir. J'avais une grosse question pour toi parce que, juste pour mettre en contexte tout le monde, moi, j'ai commencé à vendre du vélo. Juste pas dire des niaiseries, mais à peu près en 2011-2012 jusqu'en 2015-16. Fait que pour ceux qui connaissent ces temps-là, mon BC qui est juste ici à côté, mais c'est des bons vieux 723C, 23-25C qui est quand même très mince. Puis de plus en plus au courant des dernières années, j'ai remarqué qu'avec les freins à disque, entre autres, les pneus sont devenus de plus en plus larges.
Ouais. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer à augmenter? Puis c'est quoi les bienfaits d'avoir un pneu un peu plus large? Ben, c'est sûr que, tu sais, le monde a souvent tendance à dire, là, puis ça, c'est comme une tendance, puis que le monde, de plus en plus, est corrigé, là, comme tendance. Mais, tu sais, dans le temps, le monde, je dis du monde un peu plus âgé, mais dit, des 725, ça va me ralentir. Je veux du 723, c'est plus mince, ça roule plus vite. Première des choses, 723, c'est beaucoup plus tape-cul. Désolé pour mon langage. On augmente un peu le volume à du 25 ou du 28, même 30-32. C'est pas nécessairement plus... C'est vraiment pas plus lent. Puis même, il y a des stats qui démontrent qui fait que c'est pas plus lent. Mais ton volume de confort, puis ton volume aussi, tu peux aller juste réduire un peu de la pression des pneus qui absorbent mieux les chocs. C'est un vélo plus stable et beaucoup plus bénéfique aussi pour plein de raisons. Donc, l'avantage d'augmenter le volume de pneus dans plein de circonstances, là, tu regardes au Paris-Roubaix, écoute, on est pneus, c'est rendu, on est pneus 32, 35 même, là. Fait que c'est rendu plus populaire qu'avant. Puis je pense que la tendance puis la croyance est en train de se renverser aussi. Puis on est en train d'éduquer le monde que le 23 n'est pas la solution. Puis moi, je le vois dans les ventes, là, c'est capoté raide. On achète énormément de pneus, là. Puis un pneu, exemple, le Rubino là, chez Vittoria, là, je le sais, j'ai sorti les chiffres hier, là, mais sur 10 pneus vendus Vittoria, là, t'en as 2 de vendus, t'as 20% qui est vendu dans le 23, le reste est vendu entre du 28 et du 32. OK. Fait que la tendance est en train de reverser vers l'autre bord, puis on est en train de vendre énormément plus des pneus plus larges qu'avant. Puis je pense aussi, les études le démontrent, là, tu sais, Continental, là, on l'avait fait avec le Terra Speed à l'époque, avec un pneu gravel, Panaracer aussi. Tu sais, les pneus commencent à être de plus en plus performants, là. Tu prends un Grand Prix 5000, un Continental, avec le rubber, tu sais, toute la carcasse, la légèreté du pneu, on commence à être ailleurs, là. Puis, tu sais, il y a les tubes. Ça, c'est un autre principe, là. Le principe du pneu avec un tube TPU à l'intérieur, c'est un tube spécial un peu plus léger. Une bonne vieille triple, là? Ouais, une bonne vieille triple. C'est différent, là. Fait qu'il y a une autre croyance que on change dans ça aussi, là. Le boyau, pas de boyau. Le tube, pas de tube. Il y a beaucoup de philosophie dans ça. Je vais être honnête, je suis pas expert. Je suis loin de là. Moi, je suis un homme d'affaires. Je vais être honnête, là. C'est bien correct, là. Ça, c'est un pneu noir. On le vend bien, on va vendre le pneu noir. Versus que j'ai du monde à l'interne, comme j'ai des bons acheteurs, qu'eux autres vont être capables de faire la distinction entre un pneu Vittoria, un pneu Continental, les croyances, puis après ça, on va vendre le good product pour le bon client. C'est ça, de force chez Lessard. Parce qu'il y a une chose que... Après, là, ça fait quoi? Ça doit faire 6 ans que j'ai mon vélo, si je ne me trompe pas. 5 ou 6 ans. C'est un bike des années 2015, là, à peu près. Puis 2013, 14, 15, dans ces années-là. Après toutes les années de l'avoir roulé, ce que j'ai remarqué, c'est à Québec, moi, j'habite très proche du corridor des cheminots, qui a été en réparation énormément depuis les dernières années. Fait qu'il y a quand même souvent de la gravelle. Pas juste de la poussière de pierre, mais vraiment de la gravelle. Puis mes amis qui sont sur le 32, parce qu'ils ont des nouveaux bikes, ils sont bien plus stables, dérapent bien moins. Moi, il y a des moments qu'il faut que je débarque de mon bike parce que c'est juste trop sketch à cause de la gravelle. Moi, je suis comme, OK, c'est intéressant. Puis après ça, là, si on tombe dans les freins à disque, moi, j'étais... quand ça sortit, moi, j'étais un des détracteurs, pour être bien honnête. Mais là, il mouille un peu. Un bon vieux frein en C, ça break moins qu'un break à disque. Là. Il y a ça aussi, le frein à disque aussi, t'es tout le temps sécuritaire dans tous les tempéraments. Aussi, ça permet aussi d'avoir une fourche plus large. Ça permet aussi d'avoir un triangle arrière plus large pour venir accommoder des pneus plus larges. Il y a aussi le fait qu'il y a aussi les jantes. Donc, les jantes, c'est la roue. Ouais. La roue, la jante, c'est qu'est-ce qui tient le pneu. De plus en plus, les jantes sont plus larges. Puis quand on a un frein à disque, l'avantage, c'est qu'on est capable d'aller chercher une jante plus large. Donc, à place de faire... À l'époque, là, on avait des jantes super étroites.
avec un pneu de 32, ça faisait genre une genre de ballon. Quand on tombe dans un jump plus large, on vient avec un pneu un peu plus carré. Fait que ton rolling resistance est un peu moins élevé. Okay. C'est l'avantage d'avoir un pneu plus large, puis ton absorption de choc sur le pneu est un peu plus élevée. Donc, c'est là l'avantage. Fait que oui, il y a une combinaison qui a un pneu plus large, mais il y a aussi une autre combinaison, genre plus large, frein à disque. Les vélos aussi sont plus adaptés. Donc, il y a tout ça aussi, là. Fait qu'on est en train de... Oui, l'industrie change. Il y a beaucoup d'affaires entre tout. Moi, c'est du marketing, là. Pour vendre, là. Ça, je vais être honnête, là. Mais il y a beaucoup de faits réels aussi, là. Je ne vais pas m'embarquer dans l'histoire, mais c'est comme la fameuse Blaise contre Jimmy puis leurs souliers, là. Tu comprends? Ça, c'est un épisode complet. Mais la chose que je voudrais adresser au niveau des technos, c'est les vélos électriques. De plus en plus, moi, j'ai croisé 2 bikes de très proches, là. Pas que je les ai pris, mais des personnes avec qui je roulais, qui ont des bikes de route électriques. Ouais. Je ne veux pas nommer de marque ici, là, mais c'est pas des vélos de route ajoutés avec un adapteur à la roue arrière. C'est vraiment un bike de route avec un moteur au pédalier qui est intégré avec les manettes toutes. C'est-tu tout nouveau ou ça non, ça fait longtemps que ça existe, okay. Le vélo électrique, de plus en plus. Ça commence à être énormément populaire. Des moteurs comme le TQ, c'est un moteur allemand. Écoute, c'est quand même un petit torque d'un 55 newtons, dépendant des moteurs. Là, un TQ60 va être un peu plus élevé, un TQ50 un peu moins, mais grosso modo, c'est un vélo qui aide une propulsion. C'est une propulsion, donc il faut vraiment que tu actives le pédalage pour activer le moteur. Donc, c'est une petite assistance qui fait en sorte qu'au-dessus de 32 km/h, que la plupart du monde ont de la misère à suivre, lui, il va t'aider à suivre ce monde-là. Donc, moi, je suis quand même assez davantage, puis assez, tu sais, j'encourage ça, parce que, tu sais, le premier, c'est ma mère et mon père. Mon père est super en shape, ma mère un peu moins. Ça lui permet aussi de le suivre avec un vélo électrique, de dire, écoute, on s'en va faire le tour de l'île d'Orléans, on s'en va faire des low-coudes, ou peu importe, mais ça lui permet d'y aller avec mon père. Puis ça, moi, j'en ai plein de chums, de combien de chums qui s'abstiennent d'y aller quelque part parce qu'ils sont moins en shape ou sont moins nécessairement aptes à faire des longues distances. Mais ils ont le droit de profiter du dehors. Ils ont le droit d'aller. Puis ça, c'est un peu la notion qu'on a chez les sœurs quand on fait des achats. C'est qu'on a le droit de permettre à du monde puis accesser le sport à du monde. Ça vient encore à ma philosophie du début du podcast, disant t'as 2 $ ou t'as 20 000, l'essor est là pour t'accueillir. À grands bras. Plus que le monde pense. Donc, c'est pareil avec les vélos électriques. Puis de plus en plus, c'est populaire. Mais là, cette année, on a vu une tendance qui est en changé très vélo de route, gravel énormément. Fait que nos ventes en vélo électrique, cette année, ils ont très converti aussi beaucoup de bikes de route. Puis ça, c'est des cycles, là. Un peu comme... puis le cycle de vélo de route était très en basse durant la pandémie où le vélo de montagne est très élevé, nature, bois, etc. Là, était en hausse totale. Puis depuis la pandémie, le vélo de montagne a quand même chuté drastiquement. Le vélo de route reprend aussi. Mais tu sais, éventuellement, le vélo de montagne va revenir. Là. Ouais. Parce que ces vélos-là... Si ça te permet d'être dehors, sois pauvre. Tu sais, nous, au magasin, c'était quand même le début de la commercialisation, je te dirais, en 2013-14. Il y avait une marque québécoise qui se démarquait de tous. Puis après ça, tu avais Bionix que tu changeais, tu faisais une modification sur une roue arrière. Tu avais 2 modèles. C'était des modèles quand même pesants. Puis, tu sais, souvent, ce qu'il y avait, c'était des messieurs ou des madames de 70 ans et plus. Une opération à la hanche. Ah, je veux faire du vélo, mais je peux pas trop bien l'enjamber. J'ai de la difficulté à monter une côte. Ben là, OK, ben avec ce vélo-là, tu peux monter des côtes. Ben là, j'aimerais ça faire 1 heure, mais après 50 minutes, 40 minutes, je commence à être fatigué. Bon, ben avec la petite assistance, ça peut t'aider. Puis, le premier vélo de route électrique que j'ai vu, premièrement, tu le regardes, tu sais même pas qu'il est électrique. C'est une madame qui est en rémission de cancer.
avait eu un cancer du sein, puis son chum, un peu comme tu mentionnais, son chum, c'était un athlète incroyable. Madame avait eu le cancer du sein, mais avec le bike, elle pouvait suivre son chum. C'est malade, là. Ça, ça donne le sport accessible. L'autre affaire que j'ai vue aussi, là, avec les infrastructures que la ville nous donne aussi en termes de déplacement, tout l'argent qu'ils mettent aussi au niveau des pistes cyclables, changer les infrastructures pour avoir plus d'accessibilité aux routes en vélo. Le monde, de plus en plus, vont laisser leur voiture de côté pour entrer au bureau en vélo. Tu sais, les employeurs, là, écoute, moi, je suis le premier, il y a une douche accessible, on donne une ristourne d'argent pour t'acheter une vélo, on encourage aussi le déplacement en vélo. Fait que pour nous, c'est important. C'est sûr qu'on est une bike shop, là. Mais tu sais, tu prends exemple ABB, qui est une grosse business, mon père travaille pour, mais il y a des cases accessibles pour les vélos. Tu as un vélo haut de gamme, tu peux te louer une case pour le sécuriser. Tu rentres, il y a des douches, il y a du savon disponible, tu te mets propre, tu vas travailler, tu peux retourner en vélo à la maison. Donc, de plus en plus, les employeurs vont encourager l'initiative sportive, que ce soit en vélo, que ce soit à course à pied ou peu importe, ou même des cours yoga, ils vont encourager. Je pense aussi qu'il y a un boom incroyable dans le vélo, dans l'industrie. C'est que ça, il y a aussi ça qui fait partie de l'enjeu aussi. Le gaz qui coûte cher, le trafic. Là, ça m'a pris, là, j'étais à peut-être 9 kilos de la boutique. Ouais. Ça m'a pris 45 minutes de venir. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est frustrant. Fait que je pense que là, le monde, ils veulent déloader aussi, là, tu sais. En termes de vente pour la mobilisation, là, le transport physique là, à vélo, t'as-tu remarqué, c'est-tu des vélos électriques, c'est-tu des vélos hybrides, c'est-tu des vélos de route ou comme y a-tu une tendance vers qu'est-ce que le monde prenne ici à Québec? Il n'y a pas nécessairement une tendance. Je te dirais que le gravel bike, le fameux cyclotouriste, là, qui existe presque plus dans des compagnies, mais le gravel bike va être une tendance énormément. Le gravel bike, on le vend souvent comme un passe-partout, là. OK. Un bike, on peut faire du vélo de route, gravel, sacoche, cyclotouriste, backpacking. Tu changes les pneus, tu mets des clous pour l'hiver, puis Tu mets t'es parti. une sacoche, etc. Tu y vas. Puis le bike électrique va se vendre, je te dirais, à une clientèle peut-être une petite affaire plus âgée, là. Des fat bikes, vous avez ça? Ouais, ça, c'est une autre histoire, ça. Ça se vend quand même pas mal à Québec? C'est moi, j'en une vois. des industries les plus difficiles dans le bike en ce moment. OK. Parce qu'un fat bike, là, pour un client, va souvent être un 2, 3, 4e vélo. C'est sûr que je fais une exception. C'est sûr qu'il y en a que c'est leur premier vélo, puis on accepte ça. Mais le fat bike va être souvent un 2 puis un 3e vélo. Je dis ça parce que le fat bike, là, tu roules ça sur la piste cyclable, là. C'est comme un tracteur, c'est plate à rouler. Mais tu vas, exemple, en vélo montagne, dans le neige, c'est le fun. Mais à Québec, là, t'as peut-être 4 mois de neige. Puis c'est un vélo qui est utilisable juste seulement une saison. Donc, tu changes ton vélo une fois ou peut-être 4-5 ans. À l'exception, il y en a qui le changent plus souvent. Puis l'industrie de le fat bike est seulement fort en North America, en Amérique du Nord, parce qu'il y a de la neige. Tu vas en Europe, c'est un marché qui est zéro. Tu vas aux États, le marché est à zéro. Donc, quand on importe des vélos, le fat bike est juste bon au Canada. Les clients, là, il n'y en a pas une tonne là, qui achètent 3-4 vélos par année. Ouais, donc, l'industrie est tough parce que je trouve que le stock d'or, puis donc nos achats sont presque t'as pas une minimes grosse économie de volume. Là. Ah. Puis sur 5 compagnies qu'on a chez Lessard, il y en a une qui font des fat bikes. Puis l'année prochaine, c'est une multinationale, cette compagnie-là, il s'enlève. Parce que le marché pour le Nord-Amérique est presque rien versus le reste du monde. La compagnie, c'est Trek, là, tu sais. Fait que c'est tough. C'est une industrie qui est très difficile. C'est quoi les marques que vous avez? On a Trek, Scott, BMC. On a Moustache, Opus, Bianchi, Kona. Ça a fait 7-8, là? Ah oui, on est en train de signer aussi des nouvelles lignes. Je te dirais là, qu'on vise aussi chez Lessard à avoir un good, better, best. Un bon produit, un très bon produit, puis un excellent produit. Donc, on diversifie nos achats en offrant un produit qui est sain pour le client. Vous avez refait votre site web, tu l'as mentionné au tout début. C'est quand même du gros travail pour une PME qu'ils vendent pas juste...
on parlait des saucissons. Tu ne vends pas juste 4 produits qui sont quand même standards. Les vélos, tu peux avoir le même vélo dans 3 couleurs différentes, dans 3 composantes différentes. Je ne vais pas divulguer mon secret, là. Mais on a une solution avec le nouveau site web qui fait en sorte qu'on est capable. On a mis énormément de recherches, mais on a mis énormément de temps. Écoute, on avait quand même, ça a pris presque 6 mois à faire le site web à 5-6 développeurs. On a un beau produit qui s'en vient. Je peux le dire ça de même. On a lancé le web, là, peut-être un mois ou 2. Là. On a un peu de fine-tuning à faire, mais on s'en vient avec quelque chose de bien. Ah, super. Fait que... Puis ça fait en sorte qu'on est capable, comment je pourrais dire ça, on est capable de gérer l'inventaire des autres dans un temps secondaire. Je veux dire ça de même. On va rester à l'affût. Ben, justement, parlant des saucissons, Pep2Go, c'est mon commanditaire cette année. Oui. Chaque invité peut repartir avec les saucissons. C'est des saucissons qui sont faits ici, ça arrive, ici, sur la rive nord de Montréal, donc ici au Québec, avec des saveurs vraiment incroyables. Puis, mon petit secret, je les traîne en bike. On pourrait l'en vendre chez les sœurs en vente des. Je peux te donner le numéro. Yes. Mais non, le gars est super smart. Puis, il y a des saveurs poutine, bière épicée, habanero, piri-piri, nature. Fait que ça se traîne super bien. Ça s'ouvre avec des dents en bike. Là. Fait que tu peux choisir la saveur que tu veux. Partir avec. Puis sinon, il y a mon code Félix 10 sur leur site web pour un 10% sur votre commande. Puis effectivement, pour le monde qui ne nous connaisse pas ou ne nous connaissait pas, mais mon nom c'est Mathieu, puis je vous invite à passer. Là. Moi, je suis toujours sur le plancher aussi, comme Phil je suis souvent sur le plancher. Mais si vous voulez passer, là, feel free, puis vous êtes toujours le bienvenu. Vous Merci, êtes proche. C'est pas fini. Pas fini. Vous êtes proche de Henri IV, puis j'ai oublié le nom. On est sur Versant Nord. Versant Nord. 2661 boulevard du Versant Nord. C'est à côté. Si vous êtes dans la côte d'Henri IV, c'est à côté à votre gauche. Ouais. À l'est. À côté de Sainte-Foy. Fait que vous allez faire un petit tour voir Mathieu puis son équipe. Puis sinon, moi, j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Très bonne question. Pour moi, être en santé, puis je l'ai vécu dernièrement, c'est avoir un mental. Tu sais, là, être en santé, là, c'est avoir une famille saine, une famille aussi qui est en santé, mais surtout mentalement parlant, qui est sain, qui est avec où tu t'en vas dans la vie avec des objectifs. Donc, oui, en santé, c'est pas juste être physique. Parce que, tu sais, des fois, tu checkes des athlètes, oui, ils sont en shape, puis tu as de l'équipe, mais est-ce qu'ils sont en santé? La réponse, souvent, c'est non. Des fois, ça va mal ici. Des fois, c'est tough au cerveau, mentalement. C'est avoir un équilibre, en fait. Avoir un peu de la famille, avoir un peu du sport, tes amis, la business. C'est sûr, de l'argent pour financer tes projets. Mais au final, ça être à l'aise avec tout le monde autour de toi. Puis surtout, avoir un mental puis un équilibre de cerveau qui te permet à faire un peu de n'importe quoi. Ça, pour moi, c'est la santé. Tu sais, santé mentale, chez les athlètes, ça peut être de tous les sens. Puis l'image que j'ai eue, c'est Ståle Lagergrid, le biathlète norvégien qui a fait le tour du monde cette année pour sa médaille d'argent, mais surtout pour son commentaire qu'il a dit après ça dans la zone mixte. Quand il a parlé de la fille, tu sais, c'est de la santé. Oui, c'est de la santé mentale, mais c'est pas de la dépression, c'est pas rien. C'est vraiment d'un aspect plus relationnel que comme ça devient difficile. Effectivement, il faut il y a juste beaucoup de sacrifices. Oui, effectivement. Puis l'autre affaire aussi, c'est sûr que dans son commentaire, il fallait qu'il... Des fois, tu peux pas tout dire, là, mais qu'est-ce que je veux dire dans toute cette histoire-là, c'est que pour moi, je l'ai vécu. Tu sais, moi, j'ai une fille, j'ai ma femme. Écoute, là, tu sais, je jongle aussi avec une grosse business. Marie, elle travaille avec nous à temps plein, elle gère les ressources humaines. Fait que, tu sais, nous, de bring back at work, at home, là, tu sais, ramener le travail à la maison, pour nous, c'est un équilibre aussi de santé, aussi du fait que là, on s'occupe de notre fille, on va faire du vélo ensemble. Donc, nos problèmes, on les ramène pas à la maison. Donc, un équilibre de santé, c'est tout ça aussi. Là. C'est pas juste faire du sport, être sub 22-20 au marathon. Il y a d'autres affaires à la santé, il y a ça. Là.
D'être capable aussi, vendredi soir, de décrocher, prendre une bonne bière. Tu sais, moi, tantôt, je m'en vais à Cage au Sport voir les Canadiens. Ça, c'est la santé. Je décroche de la business. Je m'en vais voir ma fille, je m'en vais voir ma femme. Ça, c'est important. S'il y en a qui veulent voir ton site web, ton fameux site web que tu es en train de reniper, c'est quoi l'adresse? C'est super facile, lessorbicycle.com. Y a-tu un S à Bessic? Oui, au pluriel. .com. Médias sociaux, y en a-tu? Lessorbicycle Instagram, puis Lessorbicycle Facebook aussi. Good. Fait que c'est super facile, il n'y a pas d'undertake, il n'y a aucune affaire, c'est vraiment Lessorbicycle. Je vais le mettre aussi en description pour ceux qui sont plus visuels qu'auditifs, comme moi. Fait que Mathieu, un très grand merci. Ben, merci beaucoup, Phil, pour m'avoir accueilli. Puis surtout, bonne chance aussi pour qu'est-ce que tu s'en viens pour toi, pour tes beaux projets. Mais surtout aussi pour m'avoir accueilli puis avoir discuté aussi un peu de tout et de rien, en fait. Là. Mais c'était le fun. Merci. On se dit à la prochaine. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!